depuis le début, dans cette sculpture, cet élément-là, donc qui revient en oblique comme ça, qui bascule les choses, toute cette masse vers l'avant, cet élément-là, il n'appartient pas à la sculpture. Et par le fait, il appartient encore. L'objet, c'est qu'enfin, il arrive à appartenir à cette sculpture de façon à ce que cette sculpture devienne autonome et qu'elle puisse vivre sa vie de son côté, indépendamment de la mienne. Donc je me demande si finalement, à force de l'avoir vue un peu tous les jours, je n'ai pas trouvé la solution, et qu'il faut absolument que je casse donc cet oblique comme ça, bon, en donnant une dimension un peu, enfin une contre-direction vers l'arrière, on irait par là, voilà. Mais je ne peux pas le faire sur la totalité, je pense simplement qu'il faut que je le fasse sur le bas. Donc, grosso modo, il faut que je m'aligne sur ce plan, enfin sur cette arête de plan ici, et que je fasse basculer uniquement cet élément-là, et peut-être ça c'est à voir, peut-être jusqu'à la verticale, ou peut-être un peu plus loin, pour attraper la base. Voilà. Donc peut-être que ce serait mieux comme ça, et qui bascule jusque-là, voilà, à partir d'ici. J'ai eu un tilt un jour, bon, quand j'étais assis en train de dessiner, et que mon professeur de dessin m'a dit, bon, bah, on dessine pas avec la main, on dessine avec le bras, on dessine avec le coude, on dessine avec les reins. Bon, et c'est vraiment, c'est ça le dessin, c'est que ça commence à la pointe des cheveux, ça s'arrête sur les orteils, et où ça se poursuit sur les orteils, et la relation au corps, encore une fois, est absolument primordiale, vraiment primordiale. Finalement, le dessin, c'est une confrontation à la lumière, d'abord, mais aussi à l'espace, avec un handicap important, c'est-à-dire que le dessin de l'artiste, il n'est pas dans l'espace, il est sur un plan. Et il faut que de ce plan naisse l'espace. Il faut faire la relation entre, par exemple, ce qu'est la verticale, l'horizontale, le cercle, avec le corps. Eh bien, il faut prendre sa main et la laisser tomber vraiment dans la verticale. C'est-à-dire que vraiment avoir le sentiment que la pesanteur de la main, tombe et donne la verticale. Ça peut s'accompagner en plus avec le mouvement du corps. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, si je fais une verticale, je la fais vraiment en descendant, et ce qui me donne finalement après le sentiment que cette verticale va remonter. Donc elle sera infinie vers le bas,
infinie vers le haut. Et en aucun cas, la droite verticale sera un segment, mais elle sera une droite infinie. Mais de la même façon, si je vais tracer une droite horizontale, je vais aller chercher un point à l'infini, et je vais, à travers mon corps, le projeter à un infini derrière moi. Ce sera l'infini devant, l'infini derrière. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que finalement, on travaille dans un cadre, mais potentiellement, ce cadre, il se dilate. Je commence sur un point, et je vais à un autre, et j'arrête. Ça, c'est l'écriture. Bon, l'appréhension du dessin et de la feuille est très différente de l'écriture. Avec mon fusain à plat, je vais atterrir sur la feuille et je vais tirer une droite. Et cette droite, elle va s'envoler. Là, je suis dans le dessin. La ligne, elle s'arrête, littéralement, elle s'arrête à la limite du plan, mais en réalité, potentiellement, virtuellement, elle le dépasse, quoi. Elle le dépasse et elle se nourrit de l'espace extérieur et de l'énergie extérieure. Et ce qui est très paradoxal dans le dessin, c'est que finalement, on a un sens inné de l'horizontale beaucoup plus que de la verticale. Ça, c'est assez étonnant. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de l'horizontalité? C'est parce que, étant des êtres debout, on est dans une position donc instable, d'équilibre, et en fait, c'est le regard à l'horizon qui donne l'équilibre et qui donne la stabilité. Mais le regard à l'horizon, c'est le regard circulaire. C'est pas un point, je regarde un point, mais ce point se dilate, et finalement, il donne une horizontale circulaire. En fait, l'horizon qui me permet de maîtriser mon aplomb vertical. Voilà, absolument. Une relation entre les deux. Oui, c'est qu'on est dit, on peut pas dissocier, disons, la verticalité de l'horizontalité. Si je trace une courbe convexe, bon, je suis obligé littéralement de rentrer le ventre. C'est-à-dire que mon cercle va passer comme ça, mon cercle convexe va passer comme ça, et je rentre le ventre pour lui laisser la place. Une courbe concave me met vraiment au milieu d'un disque. Je deviens le centre d'un disque. Je deviens également le centre d'une sphère bon, qui passe au-dessus de moi comme une voûte céleste et qui finalement passe en dessous de moi, bon, comme le globe sur lequel je suis en équilibre. Mais le dessin lui-même, bon, il nous met au centre de la sphère. C'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas sur la sphère, on devient le centre. C'est pas effectivement la main qui tient le crayon fusain. Voilà, c'est le corps. Voilà, c'est le corps, c'est le corps qui dessine. La couleur dans la sculpture, enfin pour moi, c'est une façon de neutraliser un peu la force brute qu'elle représente. C'est qu'il y a une force où on lit la sculpture uniquement par les volumes, par les vides, beaucoup par la lumière. Et donc on se confronte finalement à une essentialité, quelque part. Bon. Et la couleur, bon, c'est une façon d'habiller et de masquer cette essentialité, peut-être de la neutraliser. La sculpture devient plus proche de nous,
on l'assimile beaucoup plus facilement à notre image, à ce que nous sommes. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est vraiment au contraire la dissociation. C'est-à-dire que la sculpture à la fois est proche, mais est étrangère. Et c'est dans ce rapport de proximité et d'étrangeté qu'on trouve vraiment l'intérêt. Voilà. C'est vrai qu'il y a une énorme différence à faire entre l'appréhension qu'on a des petits formats et des grands formats. C'est-à-dire que les petits formats peut-être nous font rentrer en nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de concentration de nous-mêmes. Ça nous ramène vraiment à notre essentialité. Mais paradoxalement, peut-être en nous faisant sortir du corps. Par contre, ce qui est extraordinaire avec les grands formats, c'est qu'au contraire, bon, je veux dire, ils sont un corps à part entière par rapport au nôtre. Ils sont complètement différents, dissociables, à notre échelle ou plus grand. C'est-à-dire qu'on est obligé d'établir un rapport avec eux de corps à corps. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est très 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 différent. Et c'est vrai que c'est une expérience, je pense, qui est vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'ils deviennent une sorte ils peuvent nous apparaître quasiment comme un tuteur. Ça devient une sculpture qui est pas un porte-manteau, mais qui est un porte-âme ou un porte-conscience ou un porte-être quelque part. Ça fait vraiment, et c'est une expérience vraiment vraiment fabuleuse à vivre. Voilà. Oui, ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui, c'est vraiment des grandes sculptures qui sont avec lesquelles j'ai un rapport corporel disons que je ne peux pas dominer. Voilà, ces sculptures, elles m'envahissent, elles me dominent et quelque part j'en deviens l'objet. Et par exemple là, sur cette sculpture, une des choses que j'ai finalement fait le mieux jusqu'à présent, eh bien c'est ce genou. Et ce genou, c'est vrai que si je pose la main dessus, que je tourne le dos à la sculpture, j'ai vraiment l'impression qu'il est nourri par tout le reste de la sculpture, alors que j'en tiens vraiment une partie infime. Mais cette partie infime, elle a, encore une fois, elle est nourrie par tout le reste, et elle prend une intensité que je ne peux pas trouver dans une partie d'une petite sculpture. Parce que dans une petite sculpture, finalement, c'est très difficile de dissocier un élément. Si la sculpture est réussie, elle est homogène, et tous les éléments sont liés les uns aux autres, ne se dissocient pas. Alors que dans une grande sculpture, comme dans une architecture, il peut y avoir des dissociations d'éléments.
dans ces sculptures, elles ont été modelées. Elles ont été modelées en terre d'abord, après cuites, et après je les ai enduites de plâtre pour les ramener au blanc et à la lumière. Mais le modelage même, il est fait de façon très instinctive et très instinctive, on va dire, oui. Oui, ces sculptures, elles sont faites donc avec des boudins de terre. Et la terre est déjà molle, bon, par essence, parce qu'elle est proche de l'eau, c'est un matériau fluide. Et en plus, bon, quand on la traite en boudin, comme ça, bon, bah, on renforce encore cette mollesse. Mais par contre, dans les sculptures, quand je les fais, je fais des pressions, surtout avec mon pouce, bon, sur ces boudins que je monte en même temps que je monte la sculpture. Et à chaque pression du pouce sur ce boudin de terre, eh bien, il y a une reprise d'énergie. Bon, il y a un point qui est plus fort que les autres, et donc le boudin entier va être structuré par des pressions et des points qui contiennent une énergie, et qui va donc alimenter la force du boudin en entier. C'est la matière. Oui, c'est vraiment la matière, oui, c'est la matière. Après, ce qui est intéressant dans cette façon de travailler aussi, je peux le dire peut-être, non? Tu peux tout dire. Bon, la façon dont, ce qui est intéressant également dans cette façon de travailler, c'est que ces pressions finalement, bon, donnent, et comme je l'ai dit, une force à différents endroits de la sculpture et contribuent à mélanger finalement les différentes parties du corps. C'est-à-dire que si on a une pression très forte à un endroit, quelque part, bon, le genou ici prend la force de la tête. Bon, et on peut faire la même chose sur le coude, on peut faire la même chose. Bon, et finalement, on se retrouve avec une sculpture qui comporte 3 ou 4 têtes ou plus. Et ça correspond en réalité un peu à ce qu'est la vie du corps, c'est-à-dire qu'on peut effectivement de façon par la pensée mettre la force dans son coude ou la force dans son poignet ou la force dans son genou. Et cette force, bon, bah, elle provient vraiment de la pensée. C'est une impulsion finalement de la pensée. Et à ce moment-là, quand dans le genou il y a cette force de la pensée, eh bien le genou finalement finit par penser et prend vraiment et comme une tête. Cette œuvre a été absolument fondamentale dans mon parcours, puisqu'elle m'a montré que l'art échappait à la littéralité. Cette œuvre-là échappe à la littéralité de 2 façons. D'abord,
parce que ce qui est représenté est la descente de croix, donc la chute d'un corps, mais dans la réalité de la perception qu'on a de cette représentation-là, on est plutôt face à une élévation. La mort se réalise dans la chute. Il y a donc, dans la mort, une relation avec la terre. Elle correspond d'ailleurs à la relation que l'homme entretient avec la terre. Il est lié à la terre par la pesanteur, mais en même temps, son esprit volatile est lié à l'éther. Si on revient à la crucifixion telle qu'elle est représentée en général, avec les bras très écartés, en barrière, on y trouve presque un arrêt sur crucifixion. Et alors, il n'y a plus de chute possible. Et comme il n'y a pas de chute possible, il n'y a pas d'élévation de l'esprit qui soit possible. Ici, dans cette descente de croix, le Christ n'est pas dans une rigidité cadavérique. Il est vraiment dans une fluidité telle, avec ses bras qui reviennent vers lui, on ne sait pas s'ils se rapprochent du corps ou au contraire s'ils vont s'écarter. Si l'on voit d'une façon un peu statique, on peut dire que c'est une flèche, mais si on le voit de façon plus dynamique, effectivement c'est un oiseau qui finalement va prendre son envol. C'est un oiseau qui teste ses ailes pour finalement s'envoler. Il y a deux façons de représenter un événement. Je parle de la représentation des corps, de la représentation plastique des postures des corps. Soit on les représente dans l'action, soit on les représente dans la commémoration de l'action. Et quand on est dans l'action, paradoxalement, on n'est pas dans le geste. Et quand on est dans la commémoration, on est dans le geste. Et là, c'est une véritable chanson de geste. Et tous les personnages sont arrêtés comme dans un plan fixe. Ils sont figés, mais c'est le fait d'être figés qui les met dans une posture d'équilibre. Un équilibre qui suggère le mouvement. Donc, ils sont dans le mouvement tout en étant figés.
Les mains, pourquoi les mains? Alors, en 2019, j'ai fait une visite au musée Rodin et j'ai été très très impressionné par les mains de Rodin, ces mains en plâtre qui sont des corps à part entière. Et chez Rodin, qui a utilisé beaucoup le principe du marcotage, c'est-à-dire finalement de l'assemblage de différentes parties du corps pour en recomposer un. Et tout à fait, par ce fait, Rodin était tout à fait à même de donner cette idée que le corps que la main est un corps, comme le pied est un corps, comme le genou ou le coude ou le bras peut être un corps. Mais ce qui est très particulier dans les mains, c'est que quand même les mains, c'est toujours c'est la partie la plus nue de l'homme. C'est la partie que l'homme donne toujours à voir nu, comme le visage. Toute la difficulté finalement quand on sculpte des mains, c'est de ne pas faire des mains qui sont amputées, de pas tomber un peu dans le travers, par exemple, du moulage sur nature de la main, qui apparaît comme une main coupée. Si la main apparaît comme une main coupée, elle est plus un corps, donc il faut absolument qu'elle arrive à trouver sa vie propre à travers un véritable, à travers l'entité d'un corps, qu'elle ne paraisse pas coupée d'un corps auquel elle a appartenu. Ce qu'on retrouve également dans les mains, c'est cette espèce de disproportion, finalement, presque, j'ai envie de dire, de monstruosité. Et cette monstruosité, finalement, des extrémités, que ce soit les pieds ou les mains, mais on est quand même plus attaché aux mains, parce que, encore une fois, les mains sont, en général, se présentent nues dans la vie de tous les jours, alors qu'il est rare de voir dans le métro ou dans la rue quelqu'un qui se promène avec les pieds nus. Donc on est beaucoup plus attiré, on est beaucoup plus familiarisé avec les mains. On regarde le visage et après, finalement, dans le métro, on regarde les mains qui vont ou qui ne vont pas avec le visage. Et l'expressivité qu'on peut retrouver dans les mains et qui correspond ou non, finalement, à ce que l'on attendait après la vue du visage. Alors, après avoir fait cette série de mains, j'ai finalement eu l'idée de faire ce que je fais pas d'habitude, en sens inverse, non pas de faire d'abord les dessins et après les sculptures, mais pour une fois de faire à l'opposé, d'abord les sculptures et après d'en faire une traduction graphique. En faisant une série de monotypes, qui sont tous avec des changements de plan qui sont marqués par des hachures, et un gris, qui donne un gris à peu près homogène, qui donne la surface des plans entre les vides. Finalement, on peut dire les mains parlent, peuvent s'opposer, se réconcilier, se fâcher de nouveau, et finalement tomber dans un sommeil confondu. Finalement, on parle des mains et non pas de la main. C'est-à-dire que les mains, c'est un peu comme les yeux. On en a deux, et avec ces deux entités, on doit avoir, comme pour les yeux, un regard, comme la façon dont les yeux donnent un regard, les mains doivent se combiner
pour servir un même destin, ou un destin contrarié d'ailleurs. On peut estimer que soit les mains vont de concert, soit finalement elles rentrent dans un conflit, dans une opposition qui correspond à un moment donné à une expression à affirmer. Oui, en fait, ça me correspond pas vraiment. J'arrive pas à retrouver vraiment la gravure qui a servi de modèle, entre guillemets, à la réalisation du bas-relief en raku. Alors là, il y a quelques éléments qui correspondent, mais on n'est pas encore dans le sujet. Bon, ce qui m'a fasciné chez Piranèse, dans les prisons d'invention, c'est ce paradoxe justement qu'il y a entre ce titre de prison qui offre des espaces finalement totalement ouverts, une multitude finalement de possibilités d'entrée et de sortie. Et finalement, ces prisons sont beaucoup plus une école de liberté. C'est un peu une espèce d'apprentissage de la liberté qu'on trouve dans un monde où on peut rentrer par mainte entrée et sortir par mainte issue, et qui laisse donc un certain libre arbitre, qu'un enfermement dans une prison où vraiment on ne pourrait voir la vie de l'extérieur que par une lucarne. En fait, la gravure, elle a normalement, la meilleure façon de la voir, c'est debout. C'est comme nous. C'est-à-dire qu'elle est dans un état de conscience quand elle est debout. Quand elle est à plat, elle est au repos et elle ne livre pas toute son énergie. Oh là, elle m'échappe, elle est tombée. Elle a envie de se recoucher, mais là, définitivement, elle est debout et elle se livre telle qu'elle est, voilà. Dans les graveurs qui m'ont marqué, des graveurs classiques, bon, il y a notamment Hercule Segers, qui fait des vues lunaires, souvent rehaussées de couleurs, avec des matières assez extraordinaires, et
des paysages un peu fantastiques. Et là, j'ai retenu simplement le côté dessin, bon, réinterprété, avec l'idée de réaliser quelques bas-reliefs à partir des dessins que j'aurais faits d'après ces gravures. C'est souvent des variations sur la même gravure, variations plus ou moins libres, mais qui essayent de respecter l'esprit de la gravure, enfin, l'esprit qui se dégage du paysage. Fait souvent des sortes d'arbres avec des pointes ou avec des espèces de mousses qui pendent de ce qui peut être interprété comme des troncs, et dans l'esprit un peu d'Aldorfer, un autre graveur un graveur du XVIe siècle, alors que Segers c'est du XVIIe. Là, nous arrivons au dessin, enfin la série de dessins qui correspond au bas-relief, à un des bas-reliefs qui va être réalisé. Alors c'est pas forcément ce dessin-là d'ailleurs qui correspond. Enfin, on retrouve des éléments, bon, la barrière, l'arbre incliné sur la droite, bon, le soleil il a perdu ses rayons. Le rapport de ces dessins avec les gravures de Segers, c'est avant tout un rapport de structure, c'est une espèce de report de structure, mais qui ne comporte pas la dimension atmosphérique ou poétique. Et finalement, c'est avec la réalisation du bas-relief en raku qu'apparaît vraiment la restitution de l'atmosphère vraiment propre à Segers. Une atmosphère un peu lunaire, avec une lumière très, très assourdie, et tout de même des éclairs de blanc. Alors, entre 4h et 6h du matin, je suis allé donc à l'office du temple de Tongsa, le temple coréen.
Et c'était un temple où il y avait très peu de choses à dessiner, bon, parce que le temple était obturé, enfin le plafond était totalement caché par des ex-voto, des papiers qui pendaient. C'était un temple qui est assez récent, donc il n'y avait pas vraiment d'accroche architecturale. Il y avait les chants, les percussions, donc bouddhiques, et je me suis laissé vraiment porter par la musique, par les chants et ces percussions. Et je me suis raccroché aux quelques éléments que je pouvais voir de l'architecture, qui étaient très 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 peu de choses. Et c'est surtout une vision abstraite, géométrique, qui a pris le dessus. Voilà. Donc ça donnait lieu à une série de dessins que j'ai fait donc sur place et que j'ai après repris en les photocopiant et en essayant de les agencer petit à petit les uns avec les autres. J'ai photocopié ces différents dessins, je les ai parfois agrandis et j'ai essayé de les retravailler afin que d'en dégager une géométrie peut-être plus affirmée, plus significative, en essayant de ne pas en perdre le côté poétique. Et oui, c'est une multiplication de tentatives, plus ou moins réussies, plus ou moins avortées. Un travail assez laborieux parce que finalement la géométrie s'est développée, c'est parti un petit peu dans tous les sens, et après c'était assez difficile d'essayer de remettre tout ça ensemble.
Lorsque je suis à l'extérieur, je suis dans un espace ouvert, profane, un espace de tous les possibles. Lorsque je suis dans l'atelier, portes et fenêtres closes, je suis dans un espace hors du monde extérieur, peuplé de sculptures qui dialoguent entre elles, et dont je dois percevoir le langage. Ici, les sculptures, c'est un peu comme des arbres. À l'extérieur de l'atelier, la lumière tombe du ciel. Elle est réfléchie par le sol, par les plans des façades. Le sol avec elle prend vie, les façades s'animent également. Mais la lumière restera libre. À l'intérieur de l'atelier, la lumière zénithale est piégée par un espace clos. La lumière s'y nourrit d'ombre. Elle y prend un caractère essentiel, quasiment sacré. Dans l'atelier, je travaille debout, la tête et les mains dans la lumière, les pieds dans l'ombre de la terre. La lumière me tient en éveil, tout comme ma position debout. Je suis debout sur la sphère du monde, les pieds sur le sol inégal et vivant de l'atelier. Mon corps est véritablement un vecteur entre le ciel et la terre. J'essaye de faire des sculptures qui captent la lumière et qu'elles aussi soient un vecteur entre le ciel et la terre.